Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Bonjour Vincent Cespedes, merci beaucoup d'accepter de nous parler aujourd'hui. Vous êtes philosophe, écrivain et vous travaillez notamment sur le lien en entreprise et la complexité au travail. Euh, nous souhaiterions avoir votre vision aujourd'hui avec le Covid et le télétravail sur justement ce que fait le télétravail et en quoi cela affecte la relation au sein de l'entreprise et quelle rupture éventuellement cela peut amener de manière durable. Merci de m'offrir cette occasion. Vous avez un chien bien remuant. Non, la question de ce que j'appelle la complicité, je l'aborde depuis les années 2015. Donc bien avant le télétravail, j'ai essayé de réfléchir à ce qui fonde un lien humain. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Mélangeons-nous, enquête sur l'alchimie humaine » en 2006. Et j'analyse cette philosophie du mélange. Qu'est-ce qu'un mélange humain? Qu'est-ce qui fait que un peu de l'autre entre en moi et un peu de moi entre en l'autre affectivement? Et donc, cette méditation longue sur plusieurs livres du lien humain m'a apporté une certitude, c'est que nous sommes des animaux sociaux et nous avons besoin d'un lien qu'on dirait maintenant en présentiel et que le distanciel n'est pas suffisant. À partir de là, j'ai croisé ces données, cette réflexion avec notre monde en pleine transformation, notre monde qui se virtualise justement, et où j'ai pu voir les liens humains se virtualiser. Et aujourd'hui, en 2022, nous sommes véritablement dans un univers où nous avons plus d'émotions, plus d'idées, plus d'inspiration à travers des écrans connectés à des amis, connectés à des relations, que dans la vraie vie. Et cette bascule-là, une de mes missions philosophiques, c'est d'analyser la bascule de mon temps. Né en 1973 et en 2022, j'ai ce recul existentiel pour voir qu'en fait, cette virtualisation des liens induit des choses très positives, mais aussi des choses absolument catastrophiques. Et donc, c'est là où, je dirais, un travail philosophique est nécessaire. Très simplement, la virtualisation des liens, c'est d'abord l'oubli du corps, l'absence du corps. Le corps n'y est plus. Et ça, c'est fondamental. À travers le corps, il n'y a pas simplement que le non-verbal qui s'exprime. À travers le corps, c'est la qualité de l'expérience de l'autre qui se transforme. Je n'ai plus la même expérience de l'autre quand je suis en distanciel qu'en présentiel. Quand je suis en présentiel, l'autre peut me toucher, l'autre peut m'atteindre, l'autre peut me mettre une claque, prenons des cas extrêmes. L'autre peut me dire « je t'aime » et poser sa main contre moi. C'est-à-dire que tout mon corps est, en attente d'une possibilité de rencontre physique avec le corps de l'autre. Je ne dis pas du tout que cette rencontre a lieu, on peut très bien en présentiel ne pas se toucher, bien sûr, mais l'autre entre dans la sphère de ma propre survie. Il peut m'aider, il peut me soigner, il peut m'agresser, il peut m'attaquer. Et du coup, la qualité que j'ai quand je suis en face de l'autre en présentiel, c'est une qualité d'alerte, de vigilance, d'attention, de réception absolue des signaux faibles émanant du corps de l'autre, parce qu'il en va d'un enjeu vital, vous voyez, d'un enjeu très concret. Quand je suis en distanciel, toute cette vigilance, toute cette attention s'estompe. L'autre est derrière un écran, ne peut pas m'atteindre. Et du coup, il y a une sorte d'endormissement de ma réceptivité à l'autre. Et là, on perd beaucoup de qualités qui sont des qualités informelles, des qualités qui ne sont pas, étudiées dans le management, notamment en termes quantitatifs. Et c'est tout cet univers informel que nous perdons à travers le distanciel qui m'intéresse aujourd'hui, dans cette époque que je qualifie, j'ai créé ce concept pour pouvoir attester d'un bouleversement anthropologique. Nous sommes dans la cybermodernité. Nous ne sommes pas dans la modernité, ni même dans la post-modernité. Nous sommes dans la cyber. L'Internet est là, les écrans sont là entre nous, les technologies de communication sont là, dans la cybermodernité. En régime cybermoderne, le distanciel gagne toutes les relations et donc la présence est une véritable interrogation philosophique. Qu'est-ce qu'il y a en plus dans la présence humaine
par rapport au distanciel. Voilà, après, je peux vous raconter un peu tout ça. Mais du coup, comment est-ce que vous voyez l'avenir et à la limite, quelles sont les précautions à prendre dans la mesure où ce distanciel est devenu un petit peu la marque post-2020? Oui, alors le distanciel ne fonctionne pas. C'est la grande révélation. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne partiellement. Ça fonctionne, mais pas que. Ça fonctionne d'ailleurs au télétravail. On est en train de réfléchir aux solutions hybrides. Et en fait, c'est un fiasco. Je crois qu'on peut la tester maintenant. Il y a des études très sérieuses qui ont été menées sur le travail hybride, mi-distanciel, mi-présentiel. Ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est nouveau. On n'aurait pas pu imaginer ça. Des auteurs de science-fiction d'avant 2020 imaginaient sans problème que l'on puisse travailler en distanciel, avec des hologrammes, avec des lunettes connectées, des capteurs pouvant presque imiter le contact avec l'autre et autres. Donc ça ne fonctionne pas pour cette raison fondamentale que je vous ai exposée, c'est-à-dire que la qualité d'attention à l'autre est totalement modifiée. Et on le voit vraiment bien avec le téléenseignement. Les enfants, au début, ont fait youpi, c'était un grand youpi général, on ne va pas aller à l'école, je vais rester à la maison, ça va être formidable. Et en l'espace de 2 semaines, c'est devenu un cauchemar. Ça ne fonctionne pas. Sur le papier, ça fonctionne, on a des profs à distance, mais encore une fois, si ça devait vraiment fonctionner, on aurait fait ça avant l'épidémie. On aurait très bien pu choisir les meilleurs profs dans la France entière et prendre une cinquantaine de profs pour donner les meilleurs cours en distanciel à l'ensemble des jeunes Français. Donc ça ne fonctionne pas. Plein de raisons. Les sociologues ont insisté sur la socialisation de l'école. Le fait d'être avec ses camarades, ça change complètement l'énergie, on peut interagir et si on se souvient bien de nos souvenirs, si on se rappelle nos expériences scolaires, on sait bien qu'on allait à l'école surtout pour nos amis, bien sûr pour apprendre, mais c'est d'abord le grand plaisir d'être en lien et d'échanger sur les cours qu'on reçoit. C'est aussi une façon de digérer la connaissance apportée dans le distanciel. On a besoin de présentiel pour digérer le distanciel. Ça, c'est une loi fondamentale que j'expose. Je la formule en termes un peu plus complexes, mais là, je viens de vous la formuler très simplement. Je ne peux pas digérer le distanciel à distance. J'ai besoin de voir des gens pour leur parler de ce que j'ai vécu. J'ai besoin d'avoir des amis pour rigoler. Encore une fois, c'est dans l'informel d'une conversation. On n'est pas dans une sorte, comment dire, de souci de productivité lorsqu'on parle et qu'on raconte son week-end. On n'est pas productif et c'est absolument vital. Et tous les profs le savent. Et c'est pour ça qu'il y a des récréations. Il y a des récréations. La technologie est très bien faite. Hein, elle a fait ses preuves, justement pour pouvoir digérer ce qu'on vient de recevoir. Donc, il y a dans le présentiel, nous avons 6 éléments qui sont échangés et dans le distanciel, il n'en reste plus que 2. Voilà, je fais très simplement les choses. Quels sont ces éléments? D'abord, les 2 choses qui restent intangibles, que ce soit présentiel ou distanciel. L'amitié reste la même. Bien sûr, les expériences sont différentes, mais lorsque j'ai un ami, un proche, un amour, en distanciel ou en présentiel, ça reste de l'amour, ça reste de l'amitié. Si j'ai mon enfant sur WhatsApp, eh bien, j'ai mon enfant, je lui parle et je peux tisser des liens d'amitié sans problème. Donc ça ne change pas. Les rapports d'amitié et d'écouter l'autre, raconter ses problèmes, de le conseiller, d'être dans l'émotion avec l'autre et autres. Et la deuxième chose qui ne change pas à présentiel, distanciel, c'est l'imagination, la créativité. On peut très bien refaire le monde au téléphone, on peut très bien être dans des univers parallèles nés de notre imagination commune. On peut brainstormer sans problème. Dès qu'il s'agit d'imaginer, on peut même fermer les yeux en fait. Donc on n'a vraiment pas besoin de la présence de l'autre, du contact de l'autre et de la vigilance en présentiel pour ça. Maintenant, les 4 choses qui changent, vous allez voir que c'est assez fondamental. Dans le présentiel, lorsque je suis bloqué dans une situation, prenons par exemple une situation de travail, lorsque je ne sais pas comment avancer, il y a quelque chose qui se met en place, c'est je deviens philosophe, je pose des questions, je tâtonne, j'expérimente, je teste des hypothèses. Donc je transforme le blocage
en questionnement et en enquête, en recherche. Et ça, c'est informel. Il n'y a pas un algorithme comportemental me permettant de chercher. Je cherche en tâtonnant, je cherche en demandant à des amis, à des collègues dans le couloir, à la pause café. J'ai un problème, je vais en parler partout autour de moi, en tant qu'animal social. Et ça, évidemment, en distanciel, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tout est productif. On a une réunion de travail, on n'a plus l'informel. Il y a un article très intéressant de Camilla Cavendish, qui est journaliste, mais qui fraye aussi avec la politique en Grande-Bretagne. Et elle dit une chose très simple, elle finit son article justement sur ces questions distancielles, présentielles, avec une phrase très belle: il est possible d'apprendre beaucoup en discutant avec un jeune dans un couloir. Et c'est ça que le distanciel ne permet plus. Les liens informels sont absolument fondamentaux pour sortir d'une situation de blocage ou pour comprendre une situation de blocage. Je parle avec des amis dans un couloir, avec des gens dans un couloir, avec des collaborateurs. Et c'est pour ça que les bons dirigeants vont voir les opérateurs sur leur chaîne, vont au contact de leurs collaborateurs. C'est absolument fondamental. Et ils se plaignent, je travaille beaucoup avec des dirigeants, et ils se plaignent énormément du distanciel, précisément parce qu'ils n'ont plus cette remontée informelle d'informations sur comment ça va, comment ça se passe la cantine, comment ça se passe l'ambiance, comment ça se passe l'atmosphère, le mood, le feeling, la Stimmung en allemand. Tout ça, la philosophie du XXe siècle nous a montré, avec la phénoménologie, que c'est absolument essentiel. Nous baignons dans des bains affectifs, pas simplement dans des opérations effectives. L'affectif et l'effectif sont liés. Je suis un être effectif, je peux toucher quelqu'un, prendre un marteau, clouer, travailler, monter un escalier, ça c'est de l'effectif. Mais il y a de l'affectif. Et être humain, c'est mélanger les deux. Être un robot, être un ordinateur, c'est n'être que dans le monde effectif. Voilà. Et c'est pour ça, j'analyse ça dans mon avant-dernier livre, Le monde est flou, l'avenir des intelligences. Et dans ce dernier livre, j'analyse une intelligence artificielle au sommet de la technologie comparée à l'intelligence humaine. Et évidemment, ce que l'intelligence humaine a en plus, mais je dis en plus parce que je crois en l'humain, c'est l'affectif. L'ordinateur ne pourra qu'imiter l'affectif, mais dans ses process même d'intelligence, ne pourra pas prendre en compte l'affectif. Donc, ce premier point est fondamental pour le travail et pour le management, évidemment, c'est-à-dire que les situations de blocage restent des situations de blocage et je ne peux pas les travailler au corps, les travailler dans une enquête, dans un questionnement, dans une méditation où je vais aller glaner des indices, des informations. Je ne peux pas enquêter puisque je suis arrivé à mon ordinateur avec des interlocuteurs qui attendent de moi une parole productive, purement effective et très peu affective. On fait semblant, mais ça ne marche pas. La deuxième chose que le distanciel fait passer à la trappe, c'est que lorsque nous sommes en présentiel, nous sommes tous un peu narcissiques et consommateurs. Nous rêvons tous d'avoir un peu les gens à nos pieds, obéissants, disant tu es formidable, nous valorisant. Nous sommes tous des petites idoles en puissance. Et donc, en présentiel, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que ce jeu-là, ce jeu d'être au centre de mon monde, il va se confronter aux autres. Et du coup, chacun se prenant pour l'idole, on va devoir sortir de cette attente, d'idolâtrie, de fasciner les autres, pour faire de la magie ensemble, pour faire que le groupe devienne idole et pas chacun. Et donc, on sort de la lutte de l'ego dans le présentiel, parce que d'un coup, il y a des vannes, parce qu'on se moque, parce qu'il y a l'autocritique, parce qu'on raconte aussi ses problèmes, parce que l'autre nous questionne. Donc, dans ces discours-là, en présentiel, les idoles en puissance que nous sommes sont confrontés à la critique amusée des autres, à l'humour des autres, à l'ironie des autres, et du coup, on commence à entrer dans de l'inspiration collective, dans de la magie du groupe, dans une sorte de prodige où je ne cherche plus à être l'idole centrale de mon monde, mais je cherche à faire en sorte que le groupe puisse fonctionner en calmant mes attentes narcissiques. Le distanciel ne permet pas ça. Le distanciel, il n'y a pas la place pour cet humour, cette autocritique, et du coup, nous restons des idoles consuméristes, des idoles au centre de notre écran, et du coup, il y a une sorte de renforcement des égos. Et ce qui prouve ça, c'est très simple, c'est Wikipédia. Au début de Wikipédia, ça s'appelait Nupedia, le projet original. Et le projet original était de concurrencer l'Encyclopædia Britannica ou l'Universalis
pour prendre les meilleurs spécialistes du monde entier et qu'ils fassent une encyclopédie. Simplement, elle n'aurait pas été en papier, mais en ligne. C'est-à-dire qu'il n'était pas du tout question d'ouvrir ça aux citoyens lambda, mais on ne prenait que des diplômés, des PhD extrêmement brillants. Et ils ont essayé de commencer comme ça, et évidemment, tout s'est fait en distanciel. Ils n'allaient pas se prendre des réunions autour d'une table. Donc ça s'est fait en distanciel avec des égos démesurés. Résultat des courses, ils ne se tombaient pas d'accord, c'était très lent, ça s'embourbait. À chaque article, chacun y allait de son expertise et c'était absolument impossible de travailler ensemble. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à ouvrir pour accélérer la rédaction des articles. Et ça coûtait cher en plus, il fallait les payer, c'est bonhomme. Donc, ils ont commencé à ouvrir à des citoyens éclairés pour compléter des articles, pour faire des articles mineurs de pop culture et autres. Et ils ont vu que ça marchait formidablement. Pourquoi ? Parce que le distanciel ne fonctionne formidablement que si les gens sont anonymisés. C'est que grâce au pseudonyme et à l'anonymat que du coup la bataille d'ego s'estompe. En fait, Charlie 221, je m'en fiche complètement, ça se trouve c'est un professeur, ça se trouve c'est une fillette derrière son écran, peu importe, je vais regarder les arguments et non pas les diplômes. Et donc ce pseudonymat a fait que le distanciel a été incroyable, ça donne quand même l'intelligence connective, tout simplement. C'est-à-dire que nous sommes connectés, mais nous ne nous fréquentons pas dans la vie réelle. Or, le distanciel au travail, les collègues, je les connais, ils ne sont pas du tout anonymes, on se voit en Zoom, on voit les visages, on voit les âges, et on peut plaquer tous nos stéréotypes sur la tête de l'autre. Vous êtes une femme, vous souriez, etc. Et je peux m'amener avec tous mes stéréotypes. Alors que si j'ai juste une icône en face de moi et j'entends même pas la voix et que j'ai de l'écrit, ça marche. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que cet ego, cette attente de l'ego n'est permise, ne peut se transformer en magie connective que s'il y a de l'anonymat. Et on voit bien que dans le télétravail, ce n'est pas du tout le cas. Dans le téléenseignement, ce n'est pas du tout le cas. Le professeur sait très bien à qui il a affaire. Par contre, je vous garantis que si vous anonymisez le téléenseignement, ça serait absolument l'horreur pour le professeur, précisément parce qu'il ne saurait plus de qui émane telle et telle question. Voilà. Est-ce que c'est de la meilleure élève de la classe ou est-ce que c'est du pire de la classe? Et du coup, ça fonctionnerait, mais évidemment, le professeur ne pourrait pas s'y retrouver. Voilà. Donc, le distanciel nous renforce dans nos égos parce que nous nous connaissons en présentiel et évidemment, ça ne fonctionne pas. Nous sommes au centre de notre petit univers et nous ne sommes pas prêts à faire les compromis nécessaires pour calmer notre soif de fascination et d'ovation pour pouvoir faire que la magie du travailler ensemble fonctionne. Troisième chose, ça va, je ne suis pas trop long? C'est bon, moi je… Allez-y. Ouais. C'est le fruit d'un long travail. J'ai commencé, il faut savoir quand même qu'en philosophie, j'essaie d'amener la philosophie sur le support du distanciel. Et donc, c'est le fruit on va dire, 5 ans, 6 ans de travail là-dessus. Et ça se vérifie sur Facebook. J'ai fait plein de lives Facebook, YouTube. J'en fais encore aujourd'hui, bien avant la pandémie, où j'essaie de philosopher avec les internautes. Donc, il suffit de voir ma chaîne YouTube avec Philo Live, j'appelle ça en un seul mot Philo Live, la philosophie vivante mais en live. Et ça, c'est depuis 2016 que je fais ces expériences-là. J'ai dû en faire plus de 500. J'ai créé des agoras vidéo citoyennes pour que les citoyens puissent s'emparer de ça. Ça s'appelle Dream Tanks sur Facebook. Ouais. Pareil, en un an, on a fait 450 lives distanciels de philosophie populaire. Et j'ai même fait des jeux de rôle, Primate Joke sur Facebook, un jeu de rôle avec, comme ça, en live, dès 2016. Donc, je suis un pionnier de comment l'intelligence connective, à travers le distanciel, peut fonctionner. Donc, je vois à peu près les lacunes. Et donc, c'est le fruit de toute cette expérimentation-là que je vous livre. La troisième chose que le distanciel rend compliqué, c'est l'éparpillement. En présentiel, nous passons notre temps à nous éparpiller. On s'éparpille en jouant à des choses alors qu'on doit travailler, on s'éparpille en s'occupant de dossiers familiales alors qu'on est au travail, on s'éparpille. Voilà. Nous sommes des machines à nous éparpiller au travail, à moins d'être complètement obsessionnels, monocasés. En général, nous papillonnons et Internet permet ce papillonnage, ce butinage très charmant, mais qui nécessite d'être cadré. Lorsque vous êtes en présentiel, vous êtes cadré. Parce que lorsqu'on travaille les uns avec les autres, on ne peut plus papillonner. On ne peut plus à la fois discuter avec quelqu'un et surfer en même temps sur Internet. Vous voyez, on ne peut plus répondre à un message. Voilà. Ça ne se fait pas dans une réunion de prendre son portable et d'envoyer des petits messages. Bon. Donc, le présentiel
va calmer notre butinage compulsif, notre butinage, notre éparpillement, et nous devons éviter d'être dans une dispersion pour pouvoir nous concentrer dans un but commun et accomplir des missions. Et ça, c'est le présentiel, c'est le recadrage. On n'a même pas besoin de tirer les oreilles aux collaborateurs. Ils savent très bien que si on va dans une direction ensemble et qu'on est en présence, il faut y aller. Encore une fois, ça touche des choses très ataviques dans le cerveau humain. Quand il s'agissait de chasser ensemble, on ne pouvait pas s'éparpiller. Par contre, lorsqu'on fait la fête, on peut rêver, etc. Donc, il y avait des temps, et nous sommes faits pour ça. Hein. Notre cerveau nous montre des temps. Lorsque nous travaillons ensemble, il faut se concentrer nos efforts dans la reconfiguration du groupe en permanence et nous ne pouvons pas nous éparpiller, nous sommes concentrés. Ça donne d'ailleurs une forme d'exaltation au travail lorsque nous sentons que nous sommes une équipe et que nous allons accomplir quelque chose qui n'était pas évident. Dans le distanciel, vous le comprenez bien, cet éparpillement, il n'a pas de frein. Nous pouvons très bien écouter des réunions et faire complètement autre chose. Nous pouvons très bien. Il n'y a plus le groupe pour nous remettre dans une mission avec l'idée de calmer cette passion papillonne. C'est Charles Fourier qui parle de butinage et de passion papillonne. Alors, il parle plus au niveau sensuel. Hein, nous papillonnons sensuellement pour Charles Fourier. Moi, je crois que nous papillonnons dans notre esprit tout le temps. Et donc, et c'est pareil pour le téléenseignement. Bien sûr, nous rêvassions dans la classe, mais le prof passait son temps, on a tous des souvenirs de ça, à nous recadrer. Avoir des enfants en cours, j'ai été professeur pendant des années, donc je ne sais pas ce que c'est. Avoir des enfants en cours, c'est passer notre temps aussi à les recadrer, à les intéresser, à essayer d'être sensible à leur éparpillement, parfois absolument connecté au cours, mais on les sent partir, on le sait très bien, tout d'un coup ça part. Et en présentiel, nous disons « Oh, tu es avec moi? Oh, ça? Oh, tu suis ?» Hein, le simple fait d'être désigné, d'avoir une question par le professeur, ça montre bien ce process du présentiel qui consiste à calmer l'éparpillement pour nous recadrer un tout petit peu, pour nous dire « tu es avec nous, tu es avec nous ». Eh bien, dans le distanciel, le « tu es avec nous » ne peut pas exister. Et donc, l'éparpillement n'a plus de limite. Ça nécessite une immense, autodiscipline que nous n'avons pas encore. Il y a presque un nouvel enseignement à donner pour pouvoir travailler en distanciel qui n'est absolument pas donné puisque chacun va comme je te pousse dans une improvisation généralisée. Et enfin, le quatrième point que le distanciel rend caduc, c'est le lien avec le groupe. Nous sommes des individus où nous faisons des groupes en général très fermés. Nous avons nos meilleurs amis, nos camarades préférés, ceux qu'on aime. On crée des communautés en général excluantes, naturellement, en présentiel. La cour de récré nous montre un peu l'exemple. Hein. On se met toujours avec les mêmes, on joue toujours avec les mêmes. Et au travail, c'est pareil. On a nos amis, etc. Ce côté un peu enfermant d'une communauté qui se crée par affinité, tout simplement, affinité élective, en présentiel, à un moment, vous allez devoir vous mélanger avec de l'altérité qui passe dans le couloir, qui passe à la machine à café, et qui vous confronte. Et donc, vous allez devoir faire confiance à un cercle plus grand que le groupe d'amis fidèles. Vous allez devoir vous abandonner à des autres qui ne sont pas vos amis. Vous allez devoir faire confiance à quelqu'un qui vous parle, à quelqu'un qui travaille dans la même boîte, mais qui ne fait pas partie de votre sphère affective. Et donc, le présentiel passe son temps à ouvrir le cercle fermé affectif avec des rencontres effectives qui peuvent devenir affectives. Vous devez vous abandonner à ceux auxquels vous n'êtes pas familier. C'est ça le présentiel. On est obligé de s'abandonner. Là, dans la cour de récréation, à un moment, on a des interactions avec des gens qu'on ne connaît pas et on va devoir lâcher prise ou pas, ou vouloir contrôler la relation, mais en tout cas, ça nous sollicite à ouvrir cette communauté excluante que nous formons spontanément. En distanciel, on est complètement là-dedans. En distanciel, les amis se parlent entre eux à travers des SMS, ce qui n'est pas évalué, mais je suis absolument persuadé qu'il y a tout le monde a un portable dans la main et envoie tout le temps des messages en temps direct à des gens qui sont dans la même room. En distanciel, on n'a pas besoin de s'abandonner parce qu'il y a un écran. Et même à vos propres amis, vous ne pouvez pas vous abandonner puisqu'il y a un écran. On s'abandonne encore une fois que parce que la présence de l'autre induit chez moi une vigilance supérieure en présentiel, ce que je vous mentionnais au tout début. Voilà, donc 4 choses qui passent à la trappe en distanciel: l'absence de tâtonnement
face au blocage, l'absence de magie face à l'ego qui devient démesuré, l'absence de mission commune face à l'éparpillement compulsif qu'on a tous à chacun, et l'absence de lâcher prise dans une communauté excluante qui risque de m'enfermer de plus en plus. Voilà à peu près le fruit de ce travail. Et donc, évidemment, il y a deux solutions. La solution hybride ne fonctionne pas pour plein de raisons qui sont très longues à détailler, mais voilà, on peut pas avoir deux comportements si différents au travail. Nous sommes des êtres entiers. La solution, à mon avis, c'est une formation au travail en distanciel s'il y a nécessité du distanciel. Et ça, je pense qu'il va falloir, tous ces points que je vous ai donnés là, il va falloir trouver des contreparties. Donc moi, je l'ai expérimenté depuis 2016 puisque je fais des cours philosophiques en live et j'ai trouvé voilà, des astuces. J'ai même fait de la philosophie pour les enfants en live pendant le premier confinement. Pendant le premier confinement, je suis entré dans une expérimentation absolument excitante pour moi, exaltante. J'ai fait 110 lives en 55 jours. J'en faisais parfois 3 par jour. Donc, il y a toute une communauté, alors qu'on était tous confinés, qui m'a suivi. Ça a augmenté ma communauté. Et dans ces lives philosophiques, hein, on avançait dans la réflexion de ce que c'est le Covid. Ça s'appelait Philo-Covid. C'est facile à retrouver sur ma chaîne. Philo-Covid, il y a une playlist. Eh bien, ces 110 lives, outre le fait qu'on a pu réfléchir à la maladie, réfléchir à tout le débat autour de ça, en fait, quand je me suis intéressé à faire des lives pour les enfants, j'ai compris qu'en fait, il fallait décupler en termes d'humour. En fait, il faut beaucoup plus d'humour et beaucoup plus de passion lorsqu'on parle en distanciel pour combler ce vide, pour combler cette baisse de la vigilance par rapport à l'autre. Et donc, il faut travailler, c'est presque une formation, à comment passionner l'auditoire à travers la voix, à travers l'organisation des idées aussi. Ce n'est pas simplement que du non-verbal, c'est aussi la présentation des idées. Un exemple très simple. En présentiel, vous pouvez faire durer le suspense. Vous avez un truc à dire, vous pouvez faire 5 phrases avant, et les autres, comme ils sont là, physiquement, ils ne peuvent plus s'éparpiller, tout ça. Donc, ils sont suspendus à vos lèvres, et ça, que ce soit la tchatch dans les banlieues ou que ce soit au travail dans les plus grands groupes, c'est la même chose. Il y a un groupe qui se constitue et on est suspendu aux lèvres du compteur. Et le compteur peut donner l'info importante à la fin, comme une chute. En distanciel, ça ne fonctionne absolument pas, pour les raisons que je vous ai mentionnées, notamment l'éparpillement. Donc, il faut donner l'info forte au début et ensuite donner la parole. C'est des trucs tout bêtes. Mais si vous commencez à donner l'info forte et vous gardez la parole pour faire ensuite un monologue expliquant l'info forte, ça ne fonctionne plus, l'attention baisse tout de suite. Donc, on donne l'info forte et on fait parler. Et la pédagogie, c'est plutôt une pédagogie qui se repose sur ce que j'appelle l'éducation complice, c'est-à-dire embarquer les autres parce qu'ils sont producteurs du sens que vous voulez transmettre. Donc, il faut que les gens parlent plus, qu'ils participent plus. Donc, ça nécessite même au niveau de la méthodologie intellectuelle une tout à fait autre méthodologie que simplement plaquer ce qu'on faisait en présentiel pour le mettre en virtuel. Donc finalement, si je comprends bien votre développement, dans la mesure où aujourd'hui on peut penser que le travail en distanciel, en tout cas en partie, va quand même probablement durer un petit peu, la solution, c'est la formation. Alors, ce n'est pas n'importe quelle formation, mais c'est la formation, mais elle reste à inventer. Hein. Il n'y a pas encore de manuel de comment travailler en distanciel. Donc, moi, je forme déjà. Je suis dans des cercles comme à l'APM, voilà, ou au CJD. Voilà, je suis toujours en contact avec des dirigeants éclairés qui souffrent en fait de cette situation-là et qui demandent voilà comment on peut tester des choses. Encore une fois, personne n'est spécialiste de ça, c'est nouveau. Moi, je vous dis, ça fait que 5 ans que je mets ça en place et que je médite là-dessus. Mais c'est très frais, 5 ans. Moi, pour d'autres sujets, comme l'amour ou comme l'optimisme, j'ai 2000 ans de philosophie avec moi. Là, j'ai que 5 ans de recul et c'est ma propre expérience et quelques livres que je lis à droite à gauche. Donc, tout ça, c'est très frais. Donc, je pense qu'il faut qu'on tâtonne. Je pense que, si on parle un peu entreprise, je pense que les entreprises doivent, dans leur recherche et développement, aussi rechercher ça, c'est-à-dire qu'il y a des tests, il y a des expérimentations à faire pour voir le distanciel. Et puis, il faut aussi, et ça c'est très intéressant,
le distanciel ne fonctionne que parce qu'il y a une urgence à être en distanciel. Ça ne peut pas être un confort. Ça ne peut pas être… voilà, c'est toujours par rapport à une urgence. Le problème, c'est que l'urgence, on l'avait au début. On était solidaires, tous ensemble, confinés, etc. Mais là, on ne va plus avoir l'urgence. Une fois que la vague sera un peu passée, on va retrouver un distanciel sans véritable urgence. Donc, les gens vont se dire, c'est que par confort qu'on est en distanciel, je peux partir à Ibiza ou je peux partir au Portugal et continuer de travailler. Mais du coup, les écueils que je vous ai pointés, absence de tâtonnement, de magie collective, de mission et de confiance, bah, ça va exister. Donc, ce qui est intéressant, c'est dans le narratif, il faut se reconnecter à l'urgence existentielle du distanciel. Il y a une urgence existentielle et elle est là, l'urgence. Il n'y a pas besoin de l'inventer. Il ne s'agit pas de stresser des collaborateurs en disant « on est en urgence » parce que ça ne marchera pas. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a un nouveau paradigme, la cybermodernité, qui nécessite une exploration nouvelle des techniques de connexion humaine et ça part d'une réflexion sur l'inquiétude humaine. Le distanciel doit toujours nous inquiéter. C'est toujours parce qu'il y a une inquiétude qu'on est en distanciel. C'est pas comment dire, une nouvelle ère où on va dans une sorte de bonheur absolu, communiquer comme ça sur les réseaux. Il y a une inquiétude profonde, elle est là, mais elle est invisibilisée en général, et je pense qu'il faut la rendre visible. En fait, il faut vraiment philosopher sur la mort, philosopher sur la peur. Là, je suis en train de mener une expérience intéressante. J'ai demandé à tout le monde, sur tous mes réseaux, de m'envoyer un texte écrit sur leur expérience de « je suis malade du Covid ». Donc, j'ai des dizaines de témoignages par jour de citoyens malades du Covid ou qui ont été malades et qui témoignent de leur maladie. Ça ne s'est pas fait en France. Ça ne s'est pas fait. Il n'y a pas eu de témoignage collectif de comment moi, j'ai vécu cette maladie. Par contre, les médecins qui parlent de la maladie, il y en a plein, etc. Et il y a une chose intéressante, je vous livre, je vais faire une tribune là-dessus, donc je vous livre juste un élément, mais je pense que comme l'après-Covid se précise un peu, j'espère, je pense qu'on va devoir parler de tout ça. Une des leçons fondamentales de ce que je suis en train de lire, à ma grande surprise, c'est que les gens souffrent de solitude énorme. Je vais crever seul, j'ai peur seul. Il n'y a personne en présentiel, hein, parce qu'en distanciel, tout le monde envoie des petits cœurs. Mais en présentiel, en fait, là où j'ai besoin de quelqu'un m'emmène aux urgences, là où j'ai besoin que quelqu'un appelle les urgences parce que je n'aurais même pas la force de les appeler, en fait, je suis seul. Et cette montée de la solitude montre que les politiques n'ont absolument rien compris à cette crise, parce que la parole politique, pendant cette période, a été clivante, excluante. Les vaccinés, les non-vaccinés, nous sommes en guerre. Et du coup, ils n'ont pas compris cette peur de la solitude, cette souffrance de la solitude quand on traverse cette maladie. Et ça explique aussi le succès des campagnes anti-vax, puisque j'appartiens à un groupe et je recrée du lien social, même si c'est pour dire un peu n'importe quoi. Je recrée du lien social et on comprend maintenant pourquoi le conspirationnisme, la complosphère fonctionne. C'est parce que j'ai l'impression d'appartenir à une communauté. Et j'appartiens à une communauté parce que j'ai peur, parce que j'ai besoin de protection, parce que j'ai une inquiétude existentielle en moi. Et bien pour le travailler, c'est pareil. Travailler ensemble en distanciel, on aura besoin de montrer que la communauté, ce n'est pas une perte du présentiel, c'est pas on était sympa autour de la machine à café, maintenant les gars, on va bosser en distanciel. Mais il y a une inquiétude et on a besoin d'être ensemble. Nous sommes en distanciel parce que nous avons besoin d'être ensemble dans un monde où c'est la solitude qui est le primat. Nous sommes dans un univers où le primat, c'est la solitude et le distanciel est une solution de connexion. Vous voyez, il ne faut plus penser le distanciel comme une dégradation du présentiel, il faut penser le distanciel comme une augmentation de la solitude. Et ce narratif-là, il est fondamental. Et il est vrai, hein, il ne s'agit pas d'arnaquer, c'est vraiment ça qui se passe. Et donc, et là, je renvoie à un ouvrage absolument pas connu, d'un philosophe absolument pas connu, désolé, il s'appelle Jacques Lavigne, voilà, c'est un philosophe québécois des années 50, et en 53, il a écrit un livre, L'inquiétude humaine. Alors lui, qu'est-ce qu'il montre? C'est passionnant, c'est un livre très très beau en philosophie. Il montre une chose intéressante, il montre que plus je cultive des choses qui sont censées calmer mon inquiétude existentielle, la société, les liens sociaux, la science ou les arts, eh bien, plus je cultive ces choses-là, plus l'inquiétude augmente. Hein, plus je développe la science, plus j'ai du mal à contrôler la science et du coup, j'ai une inquiétude qui augmente.
Je ne peux pas contrôler ce que je crée. Plus je développe l'art, plus je crée une âme qui est insatiable, qui veut des désirs, des plaisirs, des choses inouïes. Et du coup, l'inquiétude augmente, elle n'est jamais satisfaite. Et plus je développe la société, plus je ne sais pas s'il faut que j'aille du côté de l'individu ou du côté de la communauté. Et j'hésite entre ces deux pôles. Et donc, tout ce qui est censé calmer notre inquiétude ne fait que l'augmenter. La solution de Jacques Lavigne, ce n'est pas la mienne, c'est évidemment, il nous met aux portes de la grâce, et au bout du compte, c'est un peu pascalien. Pour combler cette inquiétude, il faut se tourner vers Dieu. Bon, moi, je crois qu'il faut se tourner vers l'autre. Mais il faut attester de cette inquiétude humaine. C'est parce qu'il y a inquiétude que je fais du distanciel, l'inquiétude d'être seul, l'inquiétude de travailler dans mon coin. Et les informaticiens ont très bien compris ça. Ils sont tout le temps connectés à des communautés forcément distancielles depuis bien avant la pandémie, et c'est comme ça qu'ils avancent. Les communautés informatiques ont très bien compris. Un développeur ne peut progresser que s'il est connecté connectivement, donc connecté à d'autres développeurs. Donc eux, ils ont plein de choses à nous apprendre sur comment on travaille. Mais c'est sur fond d'inquiétude qu'ils travaillent. Je risque d'être complètement has-been au niveau des connaissances informatiques, je risque de ne pas avoir de contrat parce que je n'ai pas de réseau, etc. Donc, c'est toujours sur un fond d'inquiétude que le distanciel doit se construire comme étant une solution tout à fait valable. Et donc, on voit bien ce qu'il faut déclencher. Il faut calmer, il faut rassurer, mais il faut aussi rappeler aux collaborateurs que le fond, c'est l'inquiétude. Et cette réflexion philosophique sur la mort, sur la finitude humaine, sur l'impuissance d'être tout seul, il doit être rappelé. Dans le présentiel d'avant le Covid, on disait c'est formidable, on est ensemble, oubliez la mort, souriez tout le temps, le négatif n'existe pas. Dans le distanciel, il faut prendre en compte le négatif, et donc on va sortir de ce que j'appelle le bonheurisme, l'idéologie du bonheur obligatoire. On sourit tout le temps et on masque quand on est en burn-out parce que ça ne se fait pas. Et là, au contraire, tout ce qui est désagrément, tout ce qui est faiblesse, tout ce qui est fragilité, tout ce qui est peur doit pouvoir être mis sur la table. Ça nécessite une refonte totale de la culture d'entreprise, une culture plus philosophique au sens fort de méditer sur la mort, méditer sur la finitude humaine. Et c'est ça le trésor aujourd'hui, c'est d'être quelque part malheureux tout seul et donc se connecter pour sortir de ce malheur-là, plutôt que d'être heureux tout le temps en présentiel et de cacher son malheur jusqu'au burn-out ou au suicide sur son lieu de travail. Alors là, c'est vraiment une conclusion formidable, parce que finalement, on a quand même la solution. Et je vous remercie de nous donner ces clés à la fois de réflexion et de connaissance par rapport à un sujet sur lequel on trouve peut-être un peu trop vite des solutions qui n'en sont pas en fait. Donc, Merci. Je vous remercie beaucoup.